Bonjour, bienvenue dans Bazar. Je suis enfin de nouveau en compagnie d'Étienne. Salut Étienne. Salut tout le monde, salut Hugo. Pour parler d'un film d'actualité, comme c'était le cas la dernière fois avec Hamnet. Cette fois-ci, il s'agit de Marty Supreme de Josh Safdie, donc l'un des deux fameux frères Safdie, qui avait notamment réalisé Good Time et Uncut Games. Pardon pour ma prononciation. Et donc c'est un film qui est sorti au cinéma il y a à peu près une semaine et que Le 18 février, je crois. voilà, le 18 février. Donc il y a une semaine en fait, un peu plus d'une semaine, c'est ça? Ouais, 10 jours, Ouais, 10 ouais, il y jours, a 10 jours. parce que nous enregistrons un samedi matin. Et je vais laisser Étienne, je vais te laisser si ça te convient, en parler en premier, soit pour le présenter, soit pour entrer dans le vif du sujet et commencer à nous donner ton avis à propos de ce film. Alors moi, déjà, je pense que c'est important de mettre un peu de contexte, c'est-à-dire que, en préambule, d'expliquer pourquoi est-ce que c'est un film, qui, à mon avis, est charnière dans la carrière de Josh Safdie. C'est-à-dire que tous les films qui avaient été réalisés par Josh Safdie auparavant étaient le fruit de sa collaboration avec son frère, Benny Safdie. Pour Marty Suprême, en fait, les deux frères se sont séparés. Il me semble que c'était dû à une brouille. Ça, c'est pas la version officielle, hein, je crois. Parce que eux Ok. estiment qu'ils se sont quittés en bons termes, mais effectivement, depuis quelque temps, on voit passer des articles qui remettent en question la version officielle et qui estiment qu'il y aurait eu une tension sur le tournage de Good Time, me semble-t-il. Bon, c'est toujours est-il que c'est le côté un petit peu cocasse de Marty Suprême et du dernier film réalisé par Benny Safdie, et qu'ils sont tous les deux des films de sport. Donc il y a une comparaison implicite à faire avec The Smashing Machine, qui est donc le dernier film de Benny Safdie, qui portait sur le portrait d'un sportif, d'un combattant de MMA. Et les deux films posent la question de l'ambition, du rapport à la compétition, à la défaite, etc. Et l'autre point commun entre les deux films, c'est que ce sont deux sports qui, à leur époque, en tout cas à l'époque dans laquelle le film s'inscrit, donc c'est-à-dire les années 50 pour le ping-pong de Marty Suprême, et je crois que c'est les années 90 ou 80, je sais plus, pour le MMA du film de Benny. Ce sont deux films qui en fait sont des films, des sports qui prennent à bras le corps des sujets relatifs au sport qui sont des sports marginaux, et deux films dont l'enjeu majeur est un événement sportif qui a lieu au Japon. Donc déjà c'est assez marrant de voir que ces deux films se répondent sur ce plan-là. Euh, et en plus de ça, ce sont deux films de sport qui vont avoir tous les deux une vision assez opposée sur la manière d'aborder leur sujet. Et en plus de ça, c'est encore un autre point commun, c'est les amateurs de sports de combat, ou peut-être de ping-pong le sauront, c'est les sports de combat et le ping-pong sont souvent comparés pour leur aspect assez frontal, la confrontation directe entre deux individus. Et voilà, donc pour moi, c'était quand même de désamorcer ça en introduction, ça me paraissait important, et ça permettrait de d'éclairer un petit peu l'analyse, la critique qu'on va faire de Marty Suprême. Et ça permet aussi de voir en fait à quel point Josh et Benny Safdie ont quelle est leur patte à chacun, et quel était leur point commun justement dans leur manière de filmer. Tu dis que ce sont des films sur le sport, et c'est vrai. Dans le cas de Marty Supreme, j'étais curieux de savoir ce qu'il allait faire du geste sportif, qui est souvent l'inconnu dans ces films-là, parce qu'on a toujours à peu près une idée de la manière dont on va représenter plus ou moins ce qu'il y a autour du sport, même si là, effectivement, il y a des variantes, et on dit que c'est un film sur le sport, mais c'est un film dans lequel 70% de ce qui est montré n'a pas de lien direct avec le sport. Malgré tout, je pense que ce qui est plutôt réussi, c'est qu'effectivement, Timothée Chalamet
a appris le ping-pong, a appris le tennis de table d'une manière qui est crédible sur le plan historique. C'est-à-dire que le film s'inspire de la vie de Marty Raisman, et dont il faut dire que ce n'est pas un biopic, hein, contrairement à ce qui a été écrit à certains endroits sur des sites apparemment sérieux dont les rédacteurs n'ont visiblement pas vu le film. Ce n'est pas un biopic, mais on s'inspire d'une personnalité qui a vraiment existé. Euh, effectivement, Timothée Chalamet a développé un style de pongiste qui se rapproche de ce qui pouvait être le ping-pong à l'époque. Alors bien sûr avec énormément de limites, et là les pongistes ou les amateurs de ping-pong viendront m'expliquer peut-être qu'il y a des différences techniques très très visibles. Malgré tout, je pense que ce qui fait la force du film se situe vraiment en dehors du sport. C'est une petite frustration pour ma part, ça ne dit rien de sa qualité. Mais j'attends toujours que des films restituent avec force et avec une certaine originalité le moment sportif. Là, en l'occurrence, c'est presque un temps faible pour moi du film. C'est plutôt une fresque burlesque à la manière d'Uncut Games et de Good Time qu'un film sur le sport, même si le sport est un sujet. Et c'est pas un sujet complètement marginal dans le film, hein. On en parle, on montre le monde du sport, le marketing, les équipements, la préparation, l'enjeu, mais malgré tout, je pense que c'est un peu la zone faible du film. Je sais pas ce que tu en penses. Bah non, tu fais bien de... Parce que c'est vrai qu'en préambule, du coup, je disais que c'était deux films sur le sport. The Smashing Machine est plus un film autobiographique sur la vie de Mark Kerr. Et là, c'est vrai qu'ici, on est presque dans la mythologie, quoi. C'est le but du film, c'est plutôt comment dire, de démystifier le rêve américain et de faire donc du personnage réel de Marty Raisman, qui était un enfant des rues de Manhattan, qui a lui aussi pratiqué les paris illégaux, de faire de cette personnalité une espèce de légende. Il y a la fabrication d'une légende. Comment à partir d'un personnage réel qui mêle le sport, l'arnaque, le spectacle et la débrouille, on va réussir à créer une figure épaisse, parfois opaque, au mi-chemin entre la flamboyance et le loser magnifique. Et donc c'est vrai que c'est plus un film du coup sur les marges de la vie new-yorkaise et sur voilà, ce qu'aime énormément Josh Safdie, c'est-à-dire le film comme effet boule de neige en quelque sorte. Et le ping-pong reste, pour moi, c'est là aussi où il y a une espèce de où il renoue beaucoup avec le classicisme, c'est l'impossibilité de filmer les matchs de ping-pong. C'est-à-dire qu'on est sur... Alors il y a quand même je trouve que les matchs de ping-pong sont parfois bien restitués. J'avais lu une interview euh, justement de Josh Safdie qui disait qu'il y avait parfois jusqu'à 3 caméras sur un même shoot de match de ping-pong. Seulement, c'est vrai que c'est pas là que le film atteint sa plus grosse intensité, si ce n'est dans la dernière séquence du film. Globalement, si on veut voir un film de sport avec des scènes de sport qui sont épiques, qui sont filmées de manière novatrice, de manière très nerveuse, c'est pas dans Marty Suprême en tout cas qu'on va trouver son compte. Alors, comme tu l'as dit, ça peut être un point négatif du film si c'est ce qu'on veut voir. Moi, ça m'a pas dérangé parce que c'était pas ce qui m'intéressait le plus dans le film. Euh, mais j'entends que ça puisse être... C'est pas vraiment un défaut du film en soi. Effectivement, faut que ce soit clair, hein, c'est que le film s'arrache complètement à son seul statut de film sur le sport. Et comme je l'ai dit, c'est plutôt que, effectivement, tu as raison de dire que c'est un film qui parle du sport, que c'est un film qui prend pour protagoniste un sportif. Malgré tout, c'est aussi un film qui fait du sport presque plus un moyen de... Pardon. Presque plus un moyen de parler du, du- des enjeux autour du sport, qui sont des enjeux moraux, psychologiques, qui sont des enjeux économiques. Euh, et oui, donc je maintiens que pour moi, c'est des zones relativement faibles parce qu'elles sont assez convenues, assez consensuelles dans la manière dont
dont elles sont filmées. Il faut rappeler aussi que dans le dernier film des frères Safdie, cette fois, Uncut Games, Uncut Gems, je sais pas, il était un peu question de sport, on parlait pas mal de basket, et il y avait même la présence notable de Kevin Garnett, qui jouait son propre rôle. Et je on reconnaît en tout cas un lien très fort entre l'attachement des Safdie au monde new-yorkais, avec ces juifs mafieux, ces commerçants, ces vagabonds, ces capitalistes, toute cette faune qui fait la fresque new-yorkaise, et le monde du sport à New York. On sait que ce sont des fans des Knicks, on sait que ce sont de réalisateurs très attachés aux traditions new-yorkaises, traditions sportives new-yorkaises. L'un des deux avait animé à titre d'invité une émission de radio new-yorkaise sur le sport, et qu'il appréciait particulièrement. Et effectivement, c'est là que peut-être ça fonctionne le mieux, c'est qu'il restitue assez habilement l'effervescence qui peut entourer le milieu sportif à New York, comme on retrouve cette effervescence dans la rue. C'est la même effervescence, c'est le même combat perpétuel pour la gagne, c'est le même individualisme un peu vorace. Et même si on me dira qu'au tennis de table, il a des amis, etc. Mais c'est toujours se retrouver seul face à soi-même. C'est un peu le projet des Safdie, c'est que des personnages qui, comme tu le dis, dans un effet boule de neige, s'enfoncent dans un magma de plus en plus visqueux, dans un cercle vicieux de problèmes qu'ils ne cessent d'accumuler, se retrouvent face à eux-mêmes et face à leurs propres décisions. C'est un petit peu la même chose quand on fait du sport chez les Safdie, j'ai l'impression. Pour le reste, ce que je tiens à dire quand même aussi, c'est que ce qui est assez étonnant vis-à-vis par rapport à Uncut James ou à Good Time, c'est que Marty Supreme est une comédie. Donc une comédie violente, une comédie cruelle, une comédie tragique en un sens, une comédie noire. Même un film noir d'une certaine manière. Mais c'est un peu l'heure de la maturité pour Josh Safdie. Et il accepte de défier un peu sa tendance au nihilisme qui, pour moi, venait presque gâcher son excellent dernier film, heu, qui était superbement, hypnotique, et qui se résolvait sur une une espèce d'éclat qui, pour moi, n'avait pas vraiment de sens, qui ne produisait rien de très, très intéressant. Si, ou qui produisait un discours, mais un discours qui venait boucler la boucle, encore une fois, dans une manière nihiliste, donc qui était pas complètement, à côté de la plaque, mais qui ne relevait pas le film dans un grand geste de pensée ou artistique. Et là, en l'occurrence, le film se clôt, alors là, je vais spoiler, le film se clôt sur, un happy end qui est assez inattendu, et qui est, pour moi, c'est mon interprétation, un réel happy end, qui est un happy end au sens du happy end du cinéma classique, comme tu le disais, qui vise à rééquilibrer les forces du film, qui vise à restituer la plénitude du sens. Et donc c'est malgré la succession de catastrophes auxquelles on assiste, parce que ce n'est que histoire d'argent, de conflits avec des gangsters, de problèmes pour prendre l'avion, pour aller à sa prochaine compétition, ce n'est qu'une succession de petites péripéties. Et bien malgré tout, le comment dire, le sentiment positif et l'amour, les grandes choses de l'homme persistent à la fin. Ça, c'est quelque chose qui n'était pas vraiment présent dans leur dernier film. Ouais, je suis complètement d'accord sur ce point. Hem Et moi, ça me permet de rebondir sur un autre sujet qui, pour moi, est aussi un des cœurs du film. C'est que, le film parle beaucoup de la judéité, donc du personnage de Marty. Donc c'est une judéité qui est affichée. On voit que c'est pas un détail dans la vie du personnage. Il y a plusieurs moments où voilà, il se fait insulter de Dupin, de Mensch. Hem, donc on sent qu'il y a en creux une espèce de critique, ou du moins un rapport assez lucide à la judéité new-yorkaise, le rapport à l'argent, à la famille, au communautarisme, de la population juive new-yorkaise.
Et moi, ce que j'ai bien aimé, ce que fait le film, en fait, c'est déjà le contexte historique pour moi importe beaucoup. Ça se passe en 1952, donc c'est après la Seconde Guerre mondiale. Et le film, pour moi, parle un peu d'un espèce d'élan vitaliste post-Seconde Guerre mondiale relatif à la judéité de ces personnages. Et que toute la course effrénée de Marty témoigne d'une espèce de volonté de puissance. Il y a ce moment où le personnage de Timothée Chalamet va dire je suis le pire cauchemar d'Hitler, regardez-moi, je suis là, je suis au sommet. Et, il y a aussi une autre scène qui était alors très inattendue et que j'ai trouvé pour ma part assez puissante, même si j'entends qu'elle puisse un peu déstabiliser, c'est l'ex-champion du monde en titre, pour faire refaire un peu de contexte, l'ex-champion du monde en titre de ping-pong, qui lui aussi est juif, expliquait qu'un jour il devait déminer dans des forêts lorsqu'il était à Auschwitz, qui lui était un rescapé des camps, et qu'il avait trouvé une ruche d'abeilles, et s'était enduit de son miel sous sa combinaison de bagnard, pour ensuite revenir en cellule et nourrir tous ces codétenus, donc juifs, en leur faisant lécher le miel qui était collé à son corps. Donc pour moi, ça participe de ce discours sur justement cette espèce de sursaut vital juif. Et il y a notamment un plan qui pour moi vient appuyer ça, c'est que le film commence sur un espèce de plan macro d'une fécondation, donc du trajet des spermatozoïdes jusqu'à l'ovule. Et en fait, la course de Timothée Chalamet, de Marty Suprême, du personnage de Marty, je me souviens plus de son nom de famille dans le film, euh, Mauser. n'est que Mauser, merci, n'est que justement cette espèce d'élan vital, d'élan de conquête, de sursaut, appelons ça comme on veut, hein, de volonté de puissance, que sais-je, qui ne pourra que s'épanouir lorsqu'il donnera la vie. Et ce n'est que ça en fait. Le plan final vient justement. Alors j'ai vu des gens condamner d'un point de vue moral euh, cette fin en disant que le personnage de Marty Mauser était un infâme salaud qui avait maltraité, manipulé, menti, triché euh, durant tout le film, et que à la fin apaisé sur cette espèce de plan terminal où en constatant justement le fruit de ses entrailles, va fondre en larmes. Donc j'entends cette critique, mais je la trouve un petit peu, un petit peu faible, un petit peu molle quand on sait que le succès, le succès sportif, le succès d'estime de Marty, en fait, il se fait déjà punir parce que sa victoire contre le numéro 1 mondial est, est Oui, une anonyme, quasi-mascarade quasiment. en fait. C'est Mais si, ça, si- donc ce sera ça si je sa peux me punition. permettre sur le reproche moral qui est fait à Josh Savdi de ne pas punir son personnage, j'irai un peu plus loin que toi. Pour moi, cette critique n'est pas simplement exagérée, elle est complètement stupide. Elle témoigne, elle relève, pardon, d'un puritanisme du spectateur qui veut constamment que le film et donc le réalisateur, en forme de démiurge derrière son film, viennent réparer tous les éléments moraux, assure l'équilibre moral permanent de toute chose, que tous les hommes soient bons, sinon, s'ils ne le sont pas, qu'ils soient justement punis. Je trouve que c'est d'une stupidité incroyable, que c'est d'une immaturité totale, que ça prouve que beaucoup de personnes aujourd'hui qui regardent des films sont incapables, et je suis désolé de le dire comme ça, mais peut-être que vous pouvez ressentir ça devant le film sans être vraiment des membres des spectateurs que je décris, mais en tout cas, ce type de raisonnement mène à quoi? Il mène à une incapacité à ressentir des enjeux d'un film, puisque de toute façon, il faudrait punir ce qui est mauvais, récompenser ce qui est bien, c'est-à-dire distribuer des bons points par la mise en scène. La mise en scène n'est pas là pour ça. Elle peut être distanciée, elle peut être immersive, elle peut être focalisée sur un personnage, ce qu'elle est plus ou moins ici. Pratiquement tout le film, il y a une séquence dans laquelle on ne suit pas Marty Mauser, mais pendant presque tout le film, on le suit lui. Donc déjà, le dispositif de mise en scène ne vise pas à le punir, mais simplement à épouser d'une certaine manière sa vision et parfois par quelques éléments un peu malins à venir souligner ce que le réalisateur peut vouloir en dire. Mais je trouve que, en fait, je manque de mots là-dessus parce que je ne vois pas comment on peut supporter l'idée qu'un metteur en scène, justement, se fasse le juge de ses personnages. Pour moi, ce serait ça qui serait moralement douteux et qui serait moralement instable. C'est que, et c'est ce que font beaucoup de cinéastes aujourd'hui très à la mode, que je ne citerai pas et qui sont à mon avis sans intérêt puisqu'ils ils passent leur temps à faire ça. Au moins les Safdie ne sont pas des donneurs de leçons.
ni l'un ni l'autre. Et pour moi, c'est une bonne chose. Ce sont des gens qui témoignent d'une certaine morale, qui semblent comprendre les implications morales des choix de leurs personnages, puisque de toute façon, les choix des personnages ont des conséquences. C'est-à-dire que les choix de Marty, comme tu l'as dit, ont eu des conséquences. Ce n'est pas peut-être que ce n'est pas des conséquences à la hauteur de ce qu'elles devraient être selon les pères à la morale qui critiquent la scène finale, mais en tout cas, elles ont eu des conséquences. Il a quand même le droit d'être heureux, ce monsieur. Euh, Pourquoi pas d'ailleurs. Oui, c'est-à-dire que c'est ni un assassin, ni un violeur ou que sais-je. Donc pour moi, c'est aussi un film qui joue beaucoup plus sur le hasard, que la morale. En fait, je trouve que le film met plus en avant justement l'action, le fait que, par exemple, qu'une baignoire, troue un plancher qui provoque une rencontre, il y a pas de disons que le déterminisme ou la morale, qui est censé jouer quelque chose et me semble plutôt, relayé à un hasard et à une urgence de décision. C'est-à-dire que, déjà, tout n'est pas calculé par Martin Bowser. On voit qu'il perd rapidement le contrôle. Au début, il a une espèce de sentiment de contrôle qui fait ressentir au spectateur parce que c'est quand même quelqu'un qui, quoi qu'on en dise, est doué dans les relations humaines. C'est là où on peut parler de loser magnifique ou que par moment ce personnage est flamboyant, c'est parce qu'il a la bonne, la bonne réponse aux bonnes questions. Il arrive à manipuler des gens qui, de fait, sont quand même mieux placés que lui dans la hiérarchie sociale new-yorkaise. Et, et c'est en fait c'est dans cette logique d'emballement finalement que petit à petit on va voir que tout lui échappe, qu'il va devoir improviser, et que ce personnage du coup, en fait, c'est là où en fait à mon avis le film développe sa veine burlesque. C'est la déformation. Complètement. Bah, s'il y a une condamnation morale dans le film, elle se fait à l'égard plutôt de ce qu'on appelle généralement le capitalisme et d'un système social et économique qui oblige le personnage à devenir un baratineur, qui oblige le personnage à devenir un débrouillard. Je ne doute pas du fait que ce soit quelque chose qui lui soit propre dans son caractère, dans sa psychologie, mais quand même, il est poussé à prendre des décisions radicales parce qu'il est comme empêché dans ses rêves, dans ses aspirations, par un système qui ne récompense que ce qui l'arrange. Et, donc, en l'occurrence, la critique morale du film se situe là. Je reviens aussi. C'est ça. Pardon. Non, mais en fait, c'est faux. Déjà, on part du principe que le personnage de Marty Suprême, enfin Marty Mauser, je vais y arriver, euh, empile, disons, les mauvais points, parce que c'est en même temps un prolétaire désargenté, et le sport dans lequel il excelle est lui-même un sport méprisé. Donc c'est il est doublement déjà pas puni, mais handicapé par sa condition. Donc disons que son espèce de côté enfant des rues, roublard, manipulateur, moi je préfère, je suis pas fan de ce terme, plutôt, ouais, il y a quelque chose de la débrouillardise, quoi. C'est même si moralement ce qu'il fait c'est souvent discutable. Pour moi, c'est pas un véritable salaud. Et on le voit d'ailleurs dans justement le film à la fin tranche, et puis on voit que ce personnage est capable d'aimer. Donc c'est. Oui, et puis je maintiens que c'est une comédie. Je maintiens que les actes ont des conséquences dans les films des frères Safdie, mais que ces conséquences peuvent être aussi comprises comme des éléments drôles, burlesques, des éléments de tension. Déjà, dans la mise en scène, il y a quelque chose d'assez oppressant qui contraste pas mal avec le burlesque, ces cadrages serrés, euh, qui ne cesse de se resserrer après, au gré des zooms, qui vont de gros plans, très gros plans, dans un mouvement de caméra dont l'étrange sensualité vire à force au tangage nauséeux, un peu. Bah, ces cadrages qui sont un peu claustrophobes, privent un peu l'espace filmique à proprement parler d'un lieu. Il y a peu de ciel, on voit pas les architectures dans leur ensemble, même quand nous sommes dans des hôtels, on n'en voit que des morceaux, la plupart des plans sont des plans portraits ou des gros plans. Cette énergie-là, un peu suffocante du film, qui était déjà la marque de fabrique des Safdie, est ici, entre ici en une espèce de tension avec l'humour qu'il infuse, et qui devient un humour noir, et qui devient euh, un humour corrosif.
Mais je maintiens que c'est une comédie et que comme tu le disais, la scène de fécondation qu'on peut voir euh, est particulièrement intéressante de ce point de vue. Elle fait écho à l'improbable coloscopie de d'Uncut James au début du film, euh, qui était rejouée donc lors du générique d'ouverture, transmuée dans cette fécondation, nettement plus réjouissante, il faut le dire. La différence éthique et narrative d'un film à l'autre est nette. Marty Supreme laisse le désespoir sur la touche, il ose s'achever sur un happy end doux amer. Euh, le- il y a vraiment une idée de. On va au fond du, du trou du cul d'un personnage qui est destiné au pire, et par contre, on montre une sorte d'extase dans la renaissance d'un autre personnage qui lui part un peu d'en bas, même s'il est très bon, mais enfin il part d'en bas, on le voit dès le début, il faut trouver un plan pour se faire de l'argent pour aller jouer, et qui se révèle à lui-même parce qu'il est confronté à quelque chose d'un peu plus grand que l'argent et qui est la vie elle-même. Donc, comédie, vous dit-on que ce film, qui, dans son dernier plan, réaffirme sa foi dans les liens humains, à mon avis. Et ça, c'est important de le noter. C'est qu'on peut prendre Marty Supreme avant de se préoccuper des condamnations morales et des bons et mauvais points à distribuer, comme un film drôle, comme un film violent, comme un film tragique. Je dirais même que c'est presque le point faible du style Safdie, c'est que c'est un peu trop. J'adore le premier degré, mais c'est presque trop au premier degré, trop à fleur de peau, trop présent. On raconte une scène, une péripétie qui en entraîne une autre, et finalement on ne dégage pas de point de vue très fort sur le monde, mis à part une critique certes bienvenue du vampirisme de l'argent. Donc c'est peut-être son manque un peu de souffle. Il ne manque pas d'énergie, il ne manque pas de talent, ni de maîtrise, ni de sens de l'humour, mais un peu de souffle, un peu d'épaisseur peut-être, pour être un très très grand réalisateur. Pour moi, c'est peut-être le défaut du film. Ouais, c'est bon, disons que tu parlais de films du milieu en off, c'est vrai que c'est compliqué. Donc disons que en même temps, je suis un peu mal à l'aise avec la pétition de principe qui est faite au film avant même qu'il sorte et que les spectateurs ont avant de le voir, c'est-à-dire film à Oscar, le fait qu'il y ait une com tapageuse, pour moi, ne devrait pas justement empêcher de juger le film tel qu'il est, tel qu'on le voit en salle. Euh, Néanmoins, c'est vrai que c'est pas non plus le. Alors, le film de l'année, je sais pas, j'en ai pas vu assez, mais ce n'est pas le film de la décennie, quoi, ça c'est certain. Pour moi, il y a quand même un. Alors, même si, à mon avis, Josh Safdie s'en est largement débarrassé, on reste quand même dans une formule. Il y a quand même une formule Safdie qui, d'un film à l'autre, ne change pas énormément, si ce n'est que là, on est dans un film d'époque, donc il y a quand même tout un travail. Et c'est un film qui est filmé en argentique. Le directeur de la photographie, me semble, est-ce qu'il avait travaillé, Darius Khondji avait travaillé sur Uncut Gems, il me semble Non, pas. je crois pas. Il me semble pas que Konji fait la photo d'Uncut James. Donc pour moi, outre l'aspect moins cynique de son épilogue par rapport à Uncut James, on se retrouve quand même dans un film Quoique si, qui... pardon. Si, euh, si, c'est Konji qui a fait la photo d'Uncut James. Si, si, oui, oui. Et après, il a fait le bon, en bardo tout cas, bref, d'Inarritu. c'est... Oui, c'est ça. Ouais, c'est vrai que lui, il a eu une année énorme. On pourra parler un peu de la photographie. C'est-à-dire que je trouve que le film, on retrouve la même urgence que dans ses autres films, mais il y a quelque chose de plus pictural. Tu parlais avant justement des gros plans qui étaient faits sur ces personnages. Euh, alors c'est vrai que les Safdie aiment beaucoup les gros plans, mais je trouve que c'est justement là qu'on voit que Safdie n'est pas un poseur. C'est qu'il y a un travail énorme qui est fait sur justement le fait qu'il travaille avec la pellicule. Donc il y a les négatifs qui sont poussés, il y a une texture particulière, une lumière chaleureuse assez intéressante. Donc on se retrouve avec une image qui est plus composée, plus picturale, tout en gardant ce qui faisait la nervosité de ses autres films. Euh, Il y a aussi les décors de Jack Fisk qui sont vraiment sublimes par moments. Mais on se retrouve pas dans un espèce de fétichisme du passé, quoi, du New York des années 50. Il y a quand même des optiques vintage, des textures très picturales, presque proches de la peinture, quoi.
On est dans quelque chose d'assez organique, qui est, ma foi, fort réjouissant. Il me semble que justement il disait que, hem, Jack Fisk disait qu'il s'était beaucoup inspiré de Honoré Daumier, George Bellows, pour justement la reconstitution de ces scènes. Il y a un travail aussi qui a été fait sur la photographie, sur justement l'inspiration photographique. Donc, Kanji citait Ernst Haas, Helen Levitt, Ken Jacobs, donc tous ces photographes qui ont fait New York. Et donc voilà, je trouve que c'est quand même, on le dit pas assez, mais le gros point fort d'un point de vue formel, c'est cette photographie et ces décors qui ne cessent de restituer un New York, qui, qui, est très ample, jusque dans, qui est, comment Ample, dire, je dirais qui pas est, ça. Heu, en fait, je trouve quand même que on a une petite épopée, quoi. On sort presque de la chronique pour se retrouver dans l'épopée, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans la banlieue, on croise un redneck, on va dans les grands salons new-yorkais avec le gratin, le gratin des millionnaires, new-yorkais. oui, c'est ça, c'est que c'est un New York On par va dans des strate, en salles de. fait. C'est absolument pas un C'est espace ça, liminaire, vide. C'est pas une suite de patterns, quoi. C'est un lieu à l'unité quasi parfaite, mais qui est, voilà, un dédale sans plan d'ensemble, une suite de ruelles, avec des avenues en trompe-l'œil, des hôtels, tout ce genre de choses, des petites salles de Paris illégaux, qui sont toujours enfumées avec une photographie très ciselée. Moi, je trouve que ça donne de l'amplitude à ce New York-là, quoi. Et justement, on sort de l'espèce de côté de plan d'ensemble, qui va montrer: «Ah regardez, je suis là, j'ai fait des super beaux décors, regardez comme mes décors sont beaux», et en fait, ça infuse plutôt le film plutôt que ça ne le sert d'un point de vue, oui, je suis frontal. d'accord. Et j'ai trouvé ça très réjouissant. Ça permet justement, moi ça m'a fait ressentir cette amplitude, quoi. J'avais vraiment, je me suis jamais posé la question, des décors dans le film, parce que justement ils étaient là et ils semblaient faire vivre tous ces personnages. Tout le domaine artisanal du film, à commencer par la photographie de Darius Khondji qui est, comme souvent avec cet homme, particulièrement précise, subtile, dense. Tout ce travail-là est à saluer parce que comme tu l'as dit en plus il est exploité sans orgueil, sans qu'on essaie de démontrer la beauté de ce travail, mais il s'impose de lui-même tant il est présent constamment en fait et tant il sert le film. Hem, c'est, donc le New York effectivement est labyrinthique, fait penser un peu au premier Scorsese évidemment, on a toujours fait le parallèle entre les Safdie et Scorsese, on a aussi parlé de Spike Lee, qui est plutôt bienvenu ici, et je pense encore une fois que le point faible c'est peut-être qu'il ne dépasse pas ses modèles. Je ne dis pas qu'il les reproduit, il a un style qui lui est propre, mais il ne les dépasse pas. Il est dans ses conclusions, dans son énergie dramatique, je pense pas qu'il aille plus loin que ce qu'a fait Scorsese. Je pense que il n'a pas son Taxi Driver, voilà, il n'a pas son film décisif sur New York. Malgré tout, c'est excellent de savoir-faire. Ça m'a un peu réconcilié avec A24, qui est une société de production avec laquelle j'ai beaucoup de problèmes, et qui, à mon avis, produit beaucoup de films fades, surtout sur le plan du travail photographique, un peu arty. Là, en l'occurrence, on peut dire ce qu'on veut, on peut trouver ça arty si on veut, mais enfin, il y a quand même une vraie originalité, un point de vue, un œil, une, une patte visuelle, sonore aussi, avec ces espèces de nappes qui viennent renforcer le côté magmatique du film. Mis à part ça, j'ai pas grand-chose à rajouter, sinon qu'il faudrait peut-être aussi examiner, avant de clore l'épisode, le cas, Timothée Chalamet. Puisque, Ouais, c'est ce que voilà, il a j'allais gagné son dire. Golden Globes, il s'est fait, il est reparti bredouille comme tout le film d'ailleurs, au BAFTA. Arrivent les Oscars, et Marty Supreme est pour beaucoup un film à Oscar. Je pense que Timothée Chalamet est le mieux placé pour remporter la statuette. Je pense qu'il essaie effectivement de s'inscrire dans la veine de ce qu'ont fait De Niro ou DiCaprio dans leur jeunesse. C'est cohérent, c'est presque un peu trop cohérent. Malgré tout, il n'est jamais dans un surjeu malvenu. Je trouve que il arrive parfaitement à jouer de l'incarnation fastueuse de son personnage, sans, sans, sans toucher le déséquilibre. Il est plutôt funambule, adroit que cabotin. Donc
pour ma part, je suis très convaincu par Chalamet. Je crois que toi aussi, je te laisserai développer, bien sûr. Euh, Ouais, bah, je pense que c'est probablement le meilleur rôle qu'il a à ce jour, hein. ouais. Ouais, après, je dis ça, j'ai pas vu tous les films avec Chalamet, mais ça me semble, voilà, Déjà, c'est pas du ça performance me semble acting pour difficile. moi. Ça, c'est quand même dans la manière dont il a construit son personnage, dont il a pas essayé de jouer d'éléments physiques, de tics qui embarrasseraient son jeu. Il a fait l'inverse de ce que fait un Joaquin Phoenix. C'est pas du performance acting. Il y a quelque chose d'assez organique. Oui, oui, je suis d'accord, c'est une prestation de haute volée, dans l'ampleur du jeu, dans l'intensité émotionnelle qu'il arrive à mettre au bon moment. Il y a un sens de la composition aussi, c'est quand même, il faut dire il habite le cadre pendant, je sais pas, 90 du film quand même, je veux dire. Et C'est qu'il a beaucoup à jouer, hein, c'est entre les dialogues, les scènes de tennis de table, les courses-poursuites, les scènes en voiture, les scènes de sexe. Il faut qu'il joue un personnage qui est lui-même en train de jouer. Donc il y a vraiment une matière, un volume de jeu qui lui est demandé qui est d'une grande exigence. Ouais, pour moi, il y a vraiment il arrive à vraiment épaissir ce personnage et je pense que c'est vraiment pas un rôle facile en plus. Et puis il y a quelque chose de très graphique, je trouve aussi sur le travail de ses lunettes, ce mono-sourcil, la coupe de cheveux, les costumes amples. Je trouve que il y a une espèce de gimmick visuel qui revient et comme c'est le visage du film, ça fonctionne très bien. C'est ouais, franchement, j'ai pas grand-chose à rajouter au niveau de Chalamet, si ce n'est que si vous êtes sceptique sur le film, si vous n'êtes pas des grands fans du style Safdie, euh, je pense que ça vaut quand même au moins le coup d'aller voir le film pour la prestation de Chalamet. Je pense qu'il a mis tout le monde d'accord. Je vois pas, pour moi c'est compliqué, ça va être très compliqué d'aller déboulonner son travail sur le film, quoi. Je pense que ce sera fait par beaucoup avec le recours justement à la catégorie toute faite de film à Oscar. On va reprocher au film d'être un film à Oscar, alors que bon, film à Oscar, ça veut tout et rien dire. Si les Oscars se mettent de nouveau à récompenser des films du milieu, ces films divers qui sont à cheval entre le cinéma hollywoodien et le cinéma indépendant, qui sont habités par une vraie énergie, par un sens du travail artisanal, qui peut-être sans être des chefs-d'œuvre sont des films plus qu'honnêtes, des films vraiment intéressants. Moi, je vois pas pourquoi est-ce qu'on ne le récompenserait pas. Donc, je suis d'accord avec toi pour dire que c'est une très belle performance. Nous verrons ce qu'en dira l'Académie. Euh, et En fait, on pourra critiquer, encore une fois, ce serait en quelque sorte faire une pétition de principe, c'est de dire: «Ah, le film cherche ça, donc j'ai un problème, éthique avec le jeu de Chalamet». Mais la performance en tant que telle, à mon avis, il va falloir y aller pour la critiquer, quoi. Oui, et puis, J'ai vu ici et là des gens dire que Chalamet était, qu'ils étaient exaspérés par Chalamet, qu'ils aimaient pas le personnage, alors bon, je cherche à comprendre, hein, pour moi c'est pas le pire, bah, il a peut-être un aspect petit con parfois en interview et encore je le trouve plutôt sympathique, bref, ça c'est même pas le sujet parce que ce qui est important voilà, c'est la matière qui donne à juger durant le film et je trouve que cette dernière est, pour pas dire parfaite, elle est vraiment d'un très bon niveau, et pour moi témoigne justement d'un espèce de point de maturité, qui arrive dans la trentaine de Chalamet, qui est, justement qui me donne de l'espoir pour la suite de sa carrière. oui, et puis à tous ceux qui n'aiment pas Timothée Chalamet et dont peut-être je peux faire partie, j'en sais rien. Non, pas vraiment, je suis assez neutre vis-à-vis de ce personnage. Ben, je pense qu'ils sont partis pour en souper pour pas mal de temps. Parce qu'il a joué dans du cinéma étranger, je veux dire non américain, parce qu'il a joué dans des films d'auteur, parce qu'il a joué dans des blockbusters, parce qu'il a du succès au box-office, il a du succès dans les cérémonies. Euh, donc ça va être difficile de s'en défaire, donc il vaut mieux plutôt essayer d'absorber son jeu et d'apprendre à le comprendre, ou alors le rejeter complètement, mais donc ce sera un rejet qui est appelé à durer. Du reste, je pense que vous avez compris qu'on est plutôt enthousiaste vis-à-vis du film, avec des réserves par endroit et peut-être un débat qui demanderait de s'étaler plus longtemps sur la valeur réelle de l'œuvre des Safdie
à l'échelle de l'histoire du cinéma. Mais pour l'instant, s'il s'agit simplement de vous conseiller d'aller voir le film ou non, je pense que nous avons été assez clairs. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur le film. Non, pour moi, c'est bon. J'ai l'impression qu'on a dit l'essentiel, en Je tout cas. pense On qu'on va pas s'attarder pendant je des pense qu'on heures. peut clore là-dessus, et j'espère que vous aurez apprécié cette critique du film, que vous avez apprécié ou non Marty Supreme, et si c'est le cas, dans l'un ou l'autre cas, vous pouvez nous en parler en commentaire sur nos réseaux sociaux. Nous serons tout à fait heureux de prolonger le débat, et nous vous disons à bientôt pour un prochain épisode qui est déjà prévu.